Centrafrique retient à nouveau son souffle à quelques jours du second tour de l'élection législative de dimanche. Pour le premier tour et la présidentielle fin décembre, un électeur sur 3 seulement a pu voter dans ce pays en guerre civile. Les États-Unis placent le groupe armé ADF en RDC sur leur liste rouge. Washington affirme que les forces démocratiques alliées sont une organisation terroriste affiliée au groupe État islamique. Une unité de l'armée libyenne a annoncé la libération ce mercredi de 120 migrants, pour la plupart originaires d'Égypte. Ces derniers étaient retenus en otage dans l'ouest de la Libye par des trafiquants et des passeurs. Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue dans cette session d'information sur Sika. Les États-Unis placent le groupe armé ADF en République démocratique du Congo sur leur liste rouge. Washington affirme que ces forces démocratiques alliées sont une organisation terroriste affiliée au groupe État islamique. Le groupe est à l'origine de la mort de centaines de civils ces derniers jours. Reportage. Dans un communiqué, le département d'État désigne les forces démocratiques alliées, les ADF, sous le nom de Daesh RDC, commandées par Seka Moussa Baloukou. Les attentats du groupe ont fait plus de 849 victimes civiles en 2020 dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, ajoute Washington en reprenant les chiffres de rapport remis aux Nations Unies. L'administration Biden appuie les efforts du président Félix Tshisekedi et du gouvernement congolais visant à faire face aux groupes armés et aux groupes terroristes, commente l'ambassadeur américain à Kinshasa. Nous devons supprimer le financement de ces groupes, a-t-il ajouté. Du fait de cette désignation, le groupe et leurs responsables tombent sous le coup de plusieurs sanctions américaines, avoir gelé aux États-Unis sanctions contre les institutions financières étrangères qui font des transactions avec eux aux États-Unis. Depuis avril 2019, le groupe État islamique a revendiqué plusieurs attaques des ADF, parfois avec des erreurs factuelles. En décembre 2020, un groupe d'experts onusiens sur la RDC affirmait n'avoir pu établir aucun lien direct entre le groupe État islamique et les ADF. Au total, 1219 civils ont été tués dans des attaques attribuées aux ADF depuis 2017 en territoire de Béni, d'après les experts du baromètre sécuritaire du Kivu. La Centrafrique retient à nouveau son souffle à quelques jours du second tour des législatives de dimanche prochain. Et pour le compte du premier tour, aussi bien de la présidentielle que des législatives fin décembre, un seul électeur sur 3 a pu voter dans ce pays en guerre civile depuis quelques années. Les Centrafricains retournent dimanche aux urnes pour le second tour des législatives. Au total, 140 sièges de députés sont à pourvoir. Le mouvement Cœur Uni, MCU du président Touadéra, devrait en toute logique conserver la majorité face à une opposition divisée et dont une frange est accusée de complaisance à l'égard d'une rébellion impopulaire dans un pays lassé par les violences. Le principal enjeu réside dans le sort de plusieurs poids lourds du camp Touadéra qui n'ont pu être élus dans des circonscriptions où le scrutin a été empêché ou annulé. Mais pour que la nouvelle Assemblée nationale soit légalement constituée, la Cour constitutionnelle a imposé qu'au moins 11 députés soient élus avant le 2 mai. Or, seuls 22 l'ont été au premier tour et seulement 49 circonscriptions sont en ballottage pour le second. Dans les 69 autres, où le vote a été empêché ou annulé pour des irrégularités par la Cour constitutionnelle, un premier tour sera réorganisé dimanche, puis un éventuel second ultérieurement. Au premier tour et lors de la présidentielle le 27 décembre, d'innombrables bureaux de vote étaient restés fermés en raison de l'insécurité. Pour ce qui est de la sécurité, la situation reste très volatile, a expliqué le lieutenant-colonel Abdul Aziz Fall, porte-parole des casques bleus de la mission de l'ONU en Centrafrique, MINUSCA. Peu importe le dispositif de sécurité, redoute-t-il, il suffit de quelques coups de feu pour créer la panique. Mais les groupes armés sont dans une dynamique de repli vers des zones reculées. Ce scrutin perturbé, ainsi qu'autres offensives rebelles lancées quelques jours avant,
ont paradoxalement permis au régime Touadéra de se renforcer en prenant du terrain aux groupes armés qui occupaient alors plus de 2/3 du pays depuis le début d'une sanglante guerre civile en 2013. Des hommes politiques ivoiriens ont réagi à la mort du Premier ministre Ahmed Bakayoko, un décès survenu en Allemagne des suites d'un cancer de la mouvance comme de l'opposition. Tous s'accordent sur le dévouement du défunt pour la cause de la patrie. On écoute ces réactions. Et si nous avons eu ces élections législatives inclusives, c'est vrai que c'était l'orientation du chef de l'État, mais c'est vrai aussi que le Premier ministre Ahmed Bakayoko y a mis donc du sien pour que tous les acteurs politiques arrivent à un moment de consensus pour ces élections. La Côte doit payer un grand homme. C'est un homme ouvert qui est très pondéré, très modéré, qui avait des contacts faciles avec tout le monde, qui parlait avec tout le monde, quels que soient les bords politiques. Et cela a aidé à faire avancer beaucoup de questions, notamment au niveau du dialogue politique, au niveau de certaines difficultés politiques. Sa posture a aidé. Cette perte cruelle que nous venons de subir pour la deuxième fois plonge notre parti, le RHDP, dans le deuil. Nous voilà à nouveau devant une épreuve. J'ai noté en lui, depuis qu'il a été nommé Premier ministre, un homme fort attaché à la Côte d'Ivoire. Il nous a donné l'impression de quelqu'un qui voulait faire réussir la troisième phase du dialogue politique. Il a tenu des discours qui ont apaisé. Des nouvelles du président de la République, c'est ce que réclament des acteurs politiques de l'opposition en Tanzanie. La dernière apparition de John Magufuli remonte à plus d'un mois et plusieurs commentaires sont faits à propos. Reportage. Plusieurs membres de l'opposition en Tanzanie ont appelé les autorités à donner des nouvelles du président John Magufuli, qui n'est plus apparu en public depuis le 27 février, suscitant des interrogations sur son état de santé. Les rumeurs autour d'une possible contamination à la Covid-19 ont essaimé sur les réseaux sociaux, notamment au Kenya voisin, sous le hashtag Pray for Magufuli, en français, priez pour Magufuli. Depuis près d'un an, le chef d'État tanzanien, 61 ans, minimise l'impact de la Covid-19, affirmant que son pays s'était libéré de la Covid par la prière. Il a rejeté tout confinement ou mesure imposant le port de masque. Il a toutefois infléchi son discours depuis un mois, admettant que ce qu'il a nommé cette maladie respiratoire circulait toujours. De nombreux officiels tanzaniens sont décédés ces dernières semaines, souvent sans que la cause de leur mort soit précisée. Parmi eux, le premier vice-président de l'archipel semi-autonome de Zanzibar, Seif Sharif Ahmad, décédé mi-février, dont le parti a, lui, indiqué qu'il avait contracté la Covid-19. John Magufuli a été vu pour la dernière fois en public le 27 février, lors de la prestation de serment de son nouveau secrétaire général. Il n'a ensuite pas participé au sommet virtuel ordinaire des chefs d'État de la Communauté d'Afrique de l'Est, EAC, prévu le même jour, et n'a pas été vu depuis aux 2 offices dominicaux où il est généralement filmé en direct par la télévision nationale. La santé du président est un sujet public sérieux. Nous avons été informés quand l'ancien président Jakarta, Kikwete, a été opéré de la prostate. On nous a annoncé quand l'ancien président Benjamin Mkapa a eu sa hanche remplacée. Qu'y a-t-il avec Magufuli que nous ne devons pas savoir, a écrit mardi sur Twitter son principal opposant, Tundu Lissu. Le gouvernement tanzanien n'a fait aucun commentaire, mais le ministre de l'Information, Innocent Mushungwa, a mis en garde mercredi les médias et la population contre l'utilisation des rumeurs comme source d'information. Une unité de l'armée libyenne a annoncé la libération ce mercredi de 120 migrants, pour la plupart originaires d'Égypte. Ces derniers étaient retenus en otage dans l'ouest de la Libye par des passeurs et des trafiquants. La 444e brigade de combat, une unité d'élite des forces armées de l'ouest de la Libye, a indiqué que ses forces ont réussi à libérer 120 otages qui étaient détenus à Bani Walid, la plupart de nationalité égyptienne. Ils ont été libérés après l'assaut contre des repères de trafiquants d'êtres humains.
Les migrants ont été victimes d'actes de torture et d'extorsion de la part de leurs geôliers, a ajouté la 444e brigade de combat en citant des témoignages de migrants libérés. Cette unité a déjà mené la semaine dernière une vaste opération contre des passeurs à Bani Walid, une plaque tournante du trafic de migrants située aux portes du désert libyen à 170 km au sud-est de Tripoli. 6 cachettes ont été découvertes vendredi. 70 migrants de différentes nationalités ont été libérés ce jour-là. L'un des trafiquants les plus notoires du pays a été appréhendé, ainsi que d'autres criminels étrangers qui enlevaient, tuaient et torturaient leurs victimes, avait alors indiqué la 444e brigade. Le chaos qui a suivi la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011 a fait de la Libye une voie privilégiée pour des dizaines de milliers de migrants cherchant à rejoindre l'Europe. Beaucoup de migrants se retrouvent bloqués en Libye dans des conditions déplorables à la merci des passeurs et des trafiquants. C'est cette information que se referme ce journal. Bon week-end en compagnie des programmes de SICA. Restez informés à chaque instant sur SICA.